La fille d'ébène, roman d'Emmanuel Afanasy. Paisible nature. La terre est boueuse et glissante. Une odeur âcre de poussière mouillée se dégage du sol. Du brouillard épais rampe au-dessus des arbres et lèche majestueusement les flancs de la colline, puis se dissipe dans le ciel. Un violent orage vient d'interrompre un beau soleil dans le sommet. Petit village perdu dans la forêt, c'est Mika Disifolié du Cameroun. Cet événement marquait ainsi la fin d'une saison sèche longue de près de 4 mois. Les habitants du hameau, en parfait accord avec la nature, s'inquiétaient déjà qu'un 4e mois de sécheresse fût entamé sans que la moindre précipitation ne vînt amorcer les labours et les semailles. Une discordance dans la succession des saisons désorganiserait les récoltes et les réserves alimentaires. L'eau des puits se tarirait. Les troupeaux manqueraient de pâturage et la vallée serait à sec. La première grande pluie qui venait de tomber remettait en confiance l'ensemble des populations. « Enfin !» s'écria quelqu'un. « Le plantain, le manioc, l'igname, le taro, le macabo et la patate douce pourront pousser. De même, il y a un espoir pour le maïs et le riz. »« Il n'y a pas que ça, » ajouta quelqu'un d'autre. « Tous les animaux, des reptiles à l'éléphant, en passant par les petits rongeurs, les antilopes, les singes et même les oiseaux vont sortir de leur hibernation. Nous allons pouvoir recommencer la chasse. Tu sais que les animaux se promènent quand il y a à manger, c'est-à-dire quand les herbes poussent et que de nombreux fruits sauvages mûrissent et tombent secoués par la tornade. La chasse était l'affaire des hommes. Ceux-ci pouvaient tendre des pièges en utilisant une liane ou un câble flexible sous-tendu par un arbuste souple mais robuste et recourbé qu'on avait préalablement planté au sol. Cet arbuste servait de ressort. Le nœud était ajusté à la taille de l'animal fréquentant la piste. Les serpents et les petits rongeurs, tels que porc-épic, haut-la-côte et rats, en étaient la cible principale. La chausse-trappe était l'ennemi des genettes, des antilopes, des civettes, des lièvres et autres rongeurs déjà victimes du collet. Les fosses, elles étaient camouflées sous des feuilles sèches. Un animal qui y tombait ne mourait pas de sa chute, mais des coups de lance du chasseur lorsque celui-ci allait visiter ses pièges. Les gluyots représentaient des cols végétales spéciales, enduites sur des branches d'arbres fréquentées par des gros oiseaux. Les pattes étaient prises les premières quand l'oiseau se posait. Lorsque l'infortuné tentait de se débattre, les régimes étaient saisis par la glu. Ainsi, on pouvait trouver 3, 4, 5, voire 10 oiseaux sur un même arbre. En plus, chaque fois qu'un oiseau était en détresse, les autres accouraient par curiosité ou par compassion. Ainsi, ce mode de capture pouvait parfois donner des prises étonnamment fructueuses. La chasse à courre était un véritable sport où les chiens grelottaient au cou et leur maître traquait la bête. Les aboiements auxquels se mêlait le vacarme assourdissant les grelots débusquaient du gibier. Sous les cris d'encouragement du maître, les chiens s'élançaient dans une course effrénée qui s'achevait dans un fourré, dans un buisson ou devant un terrier. Le chasseur, moins adapté à la brousse que les chiens, les rejoignait toujours après avoir esquivé maintes fois et en vitesse épine souche et ronce. Il assommait le gibier, le transperçant de sa lance ou l'étouffant avec la fumée d'un feu d'herbe sèche qu'il allumait à l'entrée du trou principal, alors que les chiens, eux, étaient disposés devant les issues annexes. Le filet de chasse tissé à grosses mailles était tendu dans un coin de brosse. Le gibier pour chasser allait y tomber. Lorsque pris dans le filet, l'animal désorienté se débattait sans succès pour en repartir. Le chasseur venait l'assommer avec sa lance qu'il passait à travers les mailles. Il arrivait parfois que le chasseur fût blessé par une flèche empoisonnée par lui-même. L'antidote consistait alors à tourner son petit doigt dans l'oreille et à ramener un peu de chair humaine pour enduire les raflures. Tous les risques étaient minimisés en une seule application. Ainsi, un chasseur à la bartelle avait coutume de ne point se nettoyer les oreilles. Outre les singes et les autres animaux à sabots, l'arbatelle servait à la chasse aux oiseaux et aux écureuils. C'est la chasse de l'homme calme et patient qui pouvait passer plusieurs heures à l'afflux du gibier.
La corde de la bartelle en cuir filé était devenue luisante et résistante après un bon séjour de quelques mois dans une clé graignée au-dessus du foyer. Il fallait une énergie suffisante et une agilité de professionnel pour manier la bartelle. Une corde mal armée risquait de se déclencher seule, et à son passage, entre les mains de l'amateur, pouvait emporter un doigt ou tout au moins le blesser grièvement. Le poisson, comme la viande, était abondant. L'hameçon était mal connu. Les femmes pratiquaient la pêche au barrage. Elles vidaient une portion du cours d'eau endigué de vases. La vidange se faisait à la calebasse ou à l'écope. L'eau était projetée par-dessus la digue. À la fin de ce labeur ardu d'évacuation de l'eau sur le sable fin ou dans la boue grise du lit, carpes, silures et brochets étaient coupés en deux à la machette. Crevettes et crabes étaient capturés dans un filet aux mailles fines, sous-tendu par un cerceau rigide de lianes. Les hommes pêchaient à la nasse. C'était un entonnoir en bambou qui recevait l'eau de l'amont. Sa canule borgne donnait à l'aval. Ce piège à poissons était le seul passage de l'eau, tandis qu'une digue de dissuasion en matériaux de fortune orientait les poissons de l'amont vers la nasse. Le poisson qui s'y engageait ne pouvait plus en repartir. Il était emprisonné par le courant de l'onde. Le piège laissait passer l'eau, mais pas les poissons. À ces délices de la chasse et de la pêche s'ajoutaient les sauterelles, les chenilles et les escargots, dont la capture faisait un bon passe-temps pour les enfants. Les insectes étaient rôtis à l'huile après avoir perdu sur un grill ailes ou poils. Parfois écrasés, ces insectes permettaient la confection d'une pâte compacte arrosée d'huile de palme rouge à laquelle oignons et menthe en rajoutaient des arômes délicieux. L'ensemble était enveloppé dans une feuille de bananier ramollie à la flamme que ficelait la nervure principale préalablement détachée du limbe. 1 heure de cuisson, et le mets était servi dans un paquet que la femme défaisait au centre d'un demi-cercle formé par les membres de la famille. L'odeur alléchante et l'aspect du mets offraient au mari l'occasion de se moquer des célibataires. Il est tellement difficile de trouver une femme que certains hommes préfèrent le soir se gaver de bananes et avaler une calebasse de vin de palme. De tel bon n'a rien, non la nuit que pour dormir. Une façon indirecte et pleine d'humour de féliciter son épouse et se targuer d'en avoir une, alors qu'il dirigeait ses doigts sur les oreilles fines du gros gâteau, réservant la partie centrale, épaisse pour la bonne bouche à la fin du repas. Le monde végétal, d'une richesse indescriptible, produisait des fruits dont la pulpe juteuse faisait des délices des gamins et des adolescents. Les restes, surtout les noyaux, permettaient à certains d'extraire de leur amande douce des huiles de consommation raffinées ou de confectionner des cosmétiques. Les fruits sauvages n'étaient l'œuvre d'aucun humain. La forêt millénaire constituait ce verger intarissable aux essences infiniment répertoriées. Les tubercules de certaines plantes, ainsi que la banane plantain, accompagnaient les sauces de viande ou de poisson. Des racines, des écorces et des feuilles diverses aux arômes rares complétaient cette alimentation richement assaisonnée. Le feu était le bois sec. Les casseroles étaient en terre cuite, en fonte ou en aluminium. Le bois donnait des soupières, des cuillères et des spatules au bénéfice de l'art culinaire. Les petites calebasses effilées et fendues jouaient le rôle de la louche. Toutes les viandes étaient bien cuites. Les saignants n'étaient pas connus. Une viande dure constituait une injure de la cuisinière aux personnes âgées à la bouche édentée. Toutes les cuissons devaient donc mijoter longtemps au feu. Le ndomba, ou assoa, sorte de cuisson à l'étouffée, réunissait dans un paquet de feuilles, viande ou poisson, épices, sel, oignons, tomates et herbes diverses. L'arachide et les courges permettaient de varier la nature et le goût des sauces. Les gâteaux d'arachide ou de courges représentaient une certaine dignité marquée par la maturité culinaire de la femme qui savait déjà les confectionner. Les avocats, les oranges, les safous et autres fruits sauvages venaient enrichir cette alimentation. À Nkolesuma, comme ailleurs,
où les habitants menaient ce train de vie, l'objectif de tout jeune homme ou de toute jeune femme, avec l'aide des parents, était de grandir dans le noble et le strict respect des coutumes, savamment communiqué oralement aux jeunes générations. Le culte du sexe existait sous des formes voilées, par pudeur, mais suffisamment expressives. L'observance de la consanguinité était de règle et l'inceste farouchement condamné. Des contes riches de sagesse étaient récités le soir par les parents à l'intention des enfants. Le contenu des messages constituait des garde-fous contre l'adultère, l'inceste, l'insolence à l'endroit des personnes âgées, la lâcheté, l'indiscipline. Les vertus prônées tournaient autour du courage, de l'honnêteté, de l'endurance, de la sagesse et de l'intégrité. Un soir, voici ce qu'un père racontait à ses enfants. Il était une fois un couple habitant un coin de brousse, eut 2 enfants, tous garçons. L'aîné était grand et fort, le cadet chétif mais intelligent et sage. L'aîné comptait sur sa force physique, alors que son jeune frère était plus respectueux des conseils des parents. Un jour, leurs parents les envoyèrent cueillir des mangues sauvages. Le père leur avait appris à confectionner une échelle avec un tronc unique de parasolier sur lequel des bâtonnets d'arbustes étaient plantés pour servir d'échelon. L'aîné dit à son père : « Père, je sais fabriquer cette échelle. Il est inutile d'insister sur tes explications. » Les enfants partirent dans la grande forêt. Ils étaient chacun armés de coutelas. Au bout d'1 heure de marche sur un sentier qu'ils connaissaient bien, ils arrivèrent au pied du manguier dont les branches ployaient sur le poids des fruits. Le sage, c'est-à-dire le cadet, alla couper un jeune parasolier et se mit à confectionner l'échelle. L'aîné décida de lancer des bouts de bois et des cailloux dans l'arbre. Pour lui, confectionner une échelle allait faire perdre trop de temps. Il tenta d'en dissuader son petit frère. Ce dernier continua résolument à travailler à son échelle. Le fort, muni de projectiles, décrochait de temps en temps un fruit ou 2 à la fois. Il transpirait à grosses gouttes. Les arbustes au pied du manguier étaient tous coupés, sectionnés et projetés vers la cime du grand arbre. Les cailloux s'envolaient de même, ramenant 1 fois sur 10 ou 15 un fruit. Quand le cadet acheva de confectionner son échelle, il pria son frère de ne plus rien lancer dans l'arbre pour des raisons de sécurité. Le fort, fatigué d'ailleurs, alla s'asseoir. Le sage grimpa dans l'arbre, se mit à cueillir à la main et par centaines les mangues. Moins d'1 heure après, le pied de l'arbre était jonché de fruits. Le sage redescendit de l'arbre et amassa ses fruits en un tas si haut que son frère, bien que grand de taille, put à peine voir l'autre côté. Le fort n'avait qu'1 vingtaine de mangues, mais le sage n'avait pas le moyen d'emporter toute sa cueillette. Et comme la nuit tombait déjà, le fort ne pouvait plus confectionner d'échelle. Il fallait absolument rentrer à la case. Quand les 2 enfants arrivèrent au village, le sage, fatigué du poids de ses nombreux fruits, déposa un très gros paquet sur le plancher dans la cuisine enfumée de leur mère. Le fort se dirigea vers l'étagère et jeta négligemment sa vingtaine de mangues. Leur père n'était pas étonné du résultat de la cueillette de mangues. Il était plutôt inquiet de voir son fils aîné, sur qui il fondait tous les espoirs de sa succession, rater la plupart des missions. Le père se retenait de toujours le gronder, de peur de le rendre pire, mais cet état des choses l'attristait dans un calme qui faisait l'effort de conserver. D'autres nombreuses missions furent confiées aux 2 jeunes gens, et chaque fois, l'aîné faisait tout de travers. Un jour, devenus des jeunes adultes, leur père décida de les faire marier. Il les lâcha dans les villages voisins comme des fauves à la recherche de femelles, chacun allant de son côté. Au bout de 2 heures de marche, le fort rencontra une jeune fille qui revenait du marigot, un canari plein d'eau sur la tête. « Jeune fille,
l'interpella-t-il. Es-tu marié? Non, moi non plus. Que direz-vous si un garçon comme moi demandait votre main? Qui êtes-vous? Je suis le fort. Je vis avec mon frère et mes parents de l'autre côté de la montagne. Puis-je vous aider à porter votre canari? Volontiers. Il prit d'une seule main l'ustensile. Les deux se dirigèrent vers le village, à la case des parents de la fille. Le jeune homme était grand, beau et fort. La demoiselle n'eut pas grand-chose à redire. Elle en parlait à sa mère. Celle-ci n'eut pas d'objection face au beau garçon. Elle lui conseilla d'aller chercher ses parents pour les formalités d'usage. En fin d'après-midi, le fort rentra conter sa belle et brève aventure à ses parents. « Père, elle est belle. Elle-même, sa mère aussi. On n'attend plus que toi. » Une semaine s'était écoulée. Le frère cadet continuait ses recherches. Dans un village, il s'était lié d'amitié avec un jeune homme qu'il avait pris en estime et avait accepté de l'héberger chez lui. De là, il observait les jeunes du village qui allaient et venaient d'une case à l'autre. Il demanda des conseils à son hôte sur le caractère de chacune des filles ainsi que celui de leurs parents. Au 6e jour, il interpella gentiment l'une d'elles. Une causerie amicale s'engagea. Les deux jeunes personnes se séparèrent. Le lendemain, ils se retrouvèrent, profitèrent des occasions pour apprendre à se connaître. La jeune fille finit par tomber amoureuse du jeune garçon. Ce dernier demanda à rencontrer les parents de la jeune fille. D'une courtoisie sans pareille, le jeune homme finit par les intéresser. Il passa 2 autres nuits dans la famille de la fille. Au 8e jour de l'aventure, le sage décida de rentrer chez lui. Les parents de la fille, en guise de revoir, lui dirent « Nous pensons que tu es un garçon à qui nous pouvons donner notre fille. Reviens avec tes parents et nous pourrons continuer les pourparlers. » Le jeune homme rentra chez lui. Il expliqua toute la situation à ses parents. Un problème sérieux se posa aux parents des 2 garçons. Celui de pouvoir réunir assez de richesses afin de marier leurs 2 fils. Ils vendirent tous leurs biens et partagèrent les revenus en 2. Un premier voyage fut programmé chez la fiancée de l'aîné. Les négociations se passèrent bien. Le versement de la dot fut remis à plus tard. Mais la main de la fille fut verbalement accordée. Pendant que les parents retournaient chez eux, le garçon fut retenu dans sa belle famille pour la lune de miel et pour participer aux travaux de la belle famille. Une forme de bénévolat normal pour séduire davantage les beaux-parents. Il ignorait que dans ces circonstances, il demeurait en observation et que ses beaux-parents continuaient à scruter son caractère. Le fort exhiba à cette occasion ses talents de grand cultivateur. Il participa à un concours de lutte qui s'était tenu à la même période dans le village. Il triompha de tous ses adversaires, même de son beau-père qu'il projeta violemment au sol. Au champ, pendant qu'il assistait sa belle-mère à la récolte du maïs, il mit le feu au grenier alors qu'il grillait sur la braise un épi de maïs. Il venait de jeter par mégarde une rafle incandescente en direction des paniers de grains nouvellement stockés. Tout prit feu, comme si les grains avaient été préalablement arrosés d'un puissant combustible. Son beau-père, courroucé, finit par le renvoyer. Le fort dut rentrer chez ses parents sans femme. Pendant qu'il méditait tout seul sa mésaventure, ses parents se trouvaient dans un autre village pour demander en mariage la fiancée du sage. Tout se déroula en une journée. La dot versée, la famille rentra avec la nouvelle épouse. Le fort raconta ses déboires à ses parents en présence de son petit frère et de sa belle-sœur. Le père conclut. Ce n'est pas pour rien que nous avons évité de verser tout de suite la dot de celle qu'on a prise pour ta fiancée. Il était aussi prévisible que ton beau-père te renvoyait avec fracas sans sa fille. Il ne voulait pas du tout t'avoir comme gendre. Fallait-il que je vienne habiter en toi pour te conseiller qu'on ne lutte jamais contre son beau-père, même quand il s'agit d'un jeu concours? Qu'as-tu gagné dans ce concours? Tu n'as tout eu qu'à perdre. Tu comprends enfin que dans la vie,
la force physique ne peut jamais suffire sans un minimum de sagesse, de respect, d'intelligence et d'humilité. Ici, on ne peut rien te conseiller. Tu sais tout. Le conte se termina ainsi. Les enfants ravis s'élevèrent pour aller au lit quand le père les réinterpella. Qu'avez-vous donc retenu de ce récit? Et les enfants répondirent alternativement.